Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Il aura fallu 51 jours au président français Emmanuel Macron pour nommer un Premier ministre après la démission de Gabriel Attal le 16 juillet dernier. Après la trêve olympique, on a eu droit à des semaines de tergiversation du président. Face à une question difficile, une équation politique qui semblait impossible à résoudre, trouver une majorité dans une assemblée nationale éclatée entre bloc de gauche, centre et extrême droite. Ainsi, c'est Michel Barnier qui a été nommé, seul candidat semblant répondre à deux critères essentiels aux yeux du président, résister à une censure et parvenir à former une coalition. Alors si le Républicain semble répondre à ces critères, c'est surtout et aussi parce que le RN de Marine Le Pen se refuse pour l'instant à censurer son futur gouvernement, au contraire des forces du NFP qui ont annoncé aussitôt la nomination leur intention de renverser le Premier ministre dès que possible. Alors Jean-Marie, Alain, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le parcours de Michel Barnier, un parcours qui nous intéresse particulièrement dans Le Monde Devant Soi, tant il est marqué par les affaires étrangères, les affaires européennes, deux ministères qu'il a un temps occupés, et aussi par le Brexit, dont il a négocié les conditions au nom de l'Union européenne, négociations qui en ont fait un des hommes politiques français les plus appréciés du continent. Vous allez nous expliquer tout ça, Alain, mais pour commencer, Jean-Marie, comment analysez-vous le choix du président et la séquence qui l'a précédé? Qu'est-ce que ça dit de la pratique du pouvoir par le président Macron ? Ça dit beaucoup de choses, que l'on savait déjà d'ailleurs de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui est une pratique qui est, encore une fois, on en a parlé souvent, l'exercice solitaire du pouvoir. Et donc, dans cet exercice solitaire, il a dissous l'Assemblée, il a, comme l'a dit Édouard Philippe très justement, tué sa propre majorité. In fine, il a d'ailleurs considérablement affaibli la fonction présidentielle, et il s'est retrouvé dans une situation un petit peu inextricable. Alors après, le choix de Michel Barnier, d'une certaine façon, est un choix heureux, parce que c'est un choix d'un professionnel, d'un vrai professionnel, compétent, à l'inverse d'Emmanuel Macron connaissant la politique, voyant les choses, voyant la France depuis la Savoie, ce qui est mieux que souvent que de la voir depuis Paris. Et donc, il fait partie de ces gens qui n'ont pas besoin, venant de cette province-là, qui n'ont pas besoin de faire la preuve tous les jours qu'ils sont plus intelligents que les autres. Au contraire, il a une forme d'humilité, donc de respect vis-à-vis des autres. Politiquement, il y avait le choix entre un candidat de centre-gauche qui était Bernard Cazeneuve et un candidat de centre-droit qui était Xavier Bertrand. Cazeneuve a été écarté par la faute du Parti socialiste, qui s'est aussitôt rangé à l'avis dans la majorité du Parti socialiste, qui s'est aussitôt rangé derrière la lumière d'Olivier Faure. Moi, je me souviens d'une période où, quand on parlait des relations entre le Parti socialiste et les radicaux de gauche, par exemple, il y avait des grands débats au sein des radicaux de gauche en disant « mais nous ne voulons pas être les porteurs d'eau du Parti socialiste ». Eh bien, le Parti socialiste d'Olivier Faure, ils sont devenus les porteurs d'eau de la France insoumise. Et donc, on en a eu là, à nouveau, la démonstration. Donc, exit Bernard Cazeneuve, alors que c'eût été un bon choix, parce que ça correspondait, au fond, à une bonne partie du message des Français. Le message des Français de ces élections, il faut le rappeler, est double. Il est d'abord et avant tout, nous ne voulons pas être gouvernés par l'extrême droite. Bon, ça, c'était clair et net. Et l'autre message, c'était non à Macron, élection européenne, non à Macron, élection législative. Donc, ça conduisait à une cohabitation. Avec Bernard Cazeneuve, c'eût été une cohabitation. Avec une politique de la part de Bernard Cazeneuve marquée à gauche. L'autre option, c'était Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand s'est heurté à, point de suspension, un veto de Marine Le Pen. C'est-à-dire un veto de la famille politique qui avait été précisément récusée par les Français. Alors on dit, il faut rappeler que les relations entre Le Pen et Bertrand oui, sont très tendues parce que tous les parce deux... Parce que la région Hauts-de-France est gouvernée par Xavier Bertrand avec une alliance ou avec la bénédiction de la gauche pour faire barrage à Marine Le Pen, qui est évidemment très bien implantée dans cette région. Elle-même, et puis tout le parti qu'elle dirige, est très bien implanté dans les Hauts-de-France. Donc, veto de Marine Le Pen, alors même que les Français ont dit non à Marine Le Pen, mais enfin bref. Et donc, exit Xavier Bertrand. Donc, choix de Michel Barnier, c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que c'est le retour aux fondamentaux de la politique. La politique, c'est pas de la communication, c'est pas un exercice de style, c'est pas une méconnaissance du pays. Non, c'est vraiment être les pieds ancrés dans la réalité du pays. Donc, il a été successivement tout. Conseiller général, on dit aujourd'hui départemental, président de conseil départemental, ministre, commissaire européen. Donc, il a fait la boucle complète des sphères de pouvoir.
d'une part, et d'autre part, il est à droite. Donc, et là, il faut relier cela à l'influence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui parle avec Emmanuel Macron tous les jours, qui lui donne ses conseils tous les jours, et dont le leitmotiv est « la France est à droite, donc il faut être gouverné à droite ». Donc Barnier est à droite, et il est à droite depuis toujours. Il a milité dès l'âge de 15 ans dans les réseaux gaullistes, donc il était gaulliste à 15 ans, il est resté gaulliste, et il représente aujourd'hui la droite qui est une droite à la fois respectueuse et de gouvernement. C'est pas une droite chimérique, c'est une droite qui dit les choses. Mais une droite qui pèse très peu de sièges à l'Assemblée nationale, dont le groupe est réduit à peau de chagrin. Vous dites que la France est à droite, mais la France est plutôt à l'extrême droite, si on regarde les résultats des dernières élections, partagés entre un bloc de gauche, un bloc central et un bloc d'extrême droite. Mais la droite, telle que Sarkozy l'a incarnée pendant des années, semble ne plus exister sur le terrain électoral. Non, c'est vrai, et le paradoxe est encore plus violent que cela, puisque il vient d'un parti qui a été un des grands vaincus de l'élection législative. Les LR ont perdu à peu près la moitié de leur représentation, d'une part, et sont le plus petit groupe de l'Assemblée, juste devant le plus petit qui est le groupe communiste. Donc c'est vraiment un choix qui est arithmétiquement et politiquement délicat. Mais c'est le choix de Marine Le Pen ou le choix d'Emmanuel Macron, ce choix de Barnier? Non, c'est le choix d'Emmanuel Macron. C'est le choix d'Emmanuel Macron, d'autant qu'il avait déjà sollicité Michel Barnier dans une période précédente, pensant qu'il pouvait succéder à Édouard Philippe. Et au moment où il avait proposé à Michel Barnier de succéder à Édouard Philippe, il avait dit la condition, c'est de quitter les LR. Et Michel Barnier avait dit, moi je suis dans un parti de droite depuis toujours, donc j'y reste, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce qui montre d'ailleurs que c'est un homme de caractère d'une part, et que d'autre part, il ne sera pas le collaborateur d'Emmanuel Macron, s'agissant de cela. Donc ensuite, ce qui est de nature à rassurer Marine Le Pen, c'est quelque chose qui est peut-être de nature à nous inquiéter. C'est-à-dire que quand Michel Barnier, avec d'autres, a concouru aux primaires de la droite pour désigner le président du parti, le vainqueur a été Éric Ciotti. Il avait beaucoup durci son discours, et notamment l'avait beaucoup durci sous l'angle de la sécurité et de l'immigration. Il avait proposé un moratoire sur l'immigration. Un moratoire, ça veut dire on ferme les frontières pendant 2 ou 3 ans, on ne laisse plus passer personne, le temps de remettre les choses, etc. Donc ça, c'est de nature à rassurer Marine Le Pen. D'autre part, son côté respectueux de tout le monde, c'est aussi de nature à la rassurer. Voilà, mais ça ne fait pas de Michel Barnier quelqu'un qui soit proche de l'extrême droite en aucune manière, sur beaucoup d'autres sujets notamment. Mais sur ces terrains-là, il peut en effet avoir le soutien de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, Alain, ce choix de Michel Barnier à la tête du gouvernement français? Bien, si je dois compléter le portrait qu'en a esquissé Jean-Marie, je dirais que la politique, c'est pas de la communication, c'est d'abord l'élection. La première chose en politique, c'est l'élection. Alors lui, il a été député 27 ans, constamment réélu jusqu'à ce qu'il accepte des fonctions non électives. Président de conseil général pendant 16 ans. 4 fois ministre, 2 fois commissaire européen, plus les missions spéciales que lui a confiées l'Union européenne à 2 reprises. Écoutez, pour moi, c'est... Comment vous dire? C'est une manière de faire de la politique qui est, je crois, l'anti-Jupiter. C'est-à-dire, on consulte, on consulte, on consulte. C'est un politicien à l'allemande. Pour reprendre ce que disait Jean-Marie, c'est pas le premier de la classe. Lui, il a fait l'école de commerce, le SCP. Mais après, il a fait d'élections. Constamment réélu, si vous voulez. Et il est le premier, à 23 ans, il est en charge d'une grande mission de service public avec Jean-Claude Killy, qui est de faire les Jeux Olympiques d'hiver de 1960. De 92, c'est Albertville. Albertville. Donc, si vous voulez, non, il me fait penser à un homme politique à l'allemande, c'est-à-dire ancré dans un territoire, ayant pour méthode de travail la consultation, les réunions, ça lui fait pas peur, et qui, de manière, je veux dire, consubstantielle, si vous voulez, sa structure, sa personnalité, s'appuie sur les corps intermédiaires. Il vit la politique à travers les corps intermédiaires dont il n'a cessé de faire partie. C'est-à-dire, c'est le contraire du brio jupitérien ou de tous ces jeunes gens ou moins jeunes extrêmement diplômés qui ont gouverné et dirigé la France depuis quelques années. Voilà, et qu'on connaît bien à Paris parce qu'ils ont fait les grandes écoles à Paris. Ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'il était en charge de ce dossier très difficile du Brexit. Il y a 2 époques. Il y a après que les Britanniques ont voté le Brexit et puis après, les Britanniques mettent 3 à 5 ans
avant de le rendre opérationnel. Il n'y arrive pas. Et donc, une fois qu'il est opérationnel en Grande-Bretagne, il faut renégocier la relation de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Donc, avant comme après, l'homme clé de l'Europe, c'est Michel Barnier. Et Michel Barnier, avant comme après, a travaillé de la même façon. Chaque fois qu'il voulait défendre une position, d'abord il a défendu admirablement les positions commerciales de l'Union européenne et celles de la zone euro aussi, mais il a fait le voyage des 27. Il était au moins 2-3 fois dans chacun des pays membres pour consulter et pour entendre et pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Donc voilà, c'est sa manière de faire de la politique. C'est un parcours qui est le contraire de celui d'Emmanuel Macron. C'est une personnalité qui ne ressemble pas du tout à Emmanuel Macron. Voilà ce que je trouve intéressant chez lui en ce moment. Sans tomber dans une sorte de comportement qui serait trop élogieux, mais j'ajouterais quand même une chose. C'est que, en général, à l'exception de la campagne des primaires de 2021 pour choisir le candidat du parti pour la présidentielle, où il n'a réuni, je crois, que 6% des électeurs LR sur son nom, et il a été battu très largement. Mais à l'exception de ça, on ne lui connaît pas de flop. Partout où il est passé, en général, on ne connaît pas de succès extraordinaire, mais on ne connaît pas d'échec non plus. Et à chaque fois, c'est la même chose. Toujours sous-estimé, et il laisse parler, ça ne le gêne aucunement. Ça ne le gêne aucunement. Et il laisse parler, toujours sous-estimé, c'est plutôt un taiseux d'ailleurs, mais finissant par faire des jaloux, parce que c'est toujours à un moment ou à un autre sur lui qu'arrive la couronne. C'est marrant d'ailleurs parce que on peut se référer à la passation de pouvoir. De ce point de vue-là, le spectacle de la passation de pouvoir disait beaucoup de choses. Il faut savoir que Michel Barnier... C'était très cruel pour Attal. Voilà, mais il faut savoir au départ que Michel Barnier est quelqu'un d'extrêmement ennuyeux. C'est-à-dire qu'on n'est jamais transporté, exalté par la parole de Michel Barnier. Mais cet ennui est en même temps correspond à quelque chose qui est sur le fond, en général assez dense. Là, on a eu un Gabriel Attal qui était au sommet de son art, si j'ose dire, c'est-à-dire il a parlé très longtemps et il a parlé un discours très bien léché et un discours empli de formules qui étaient destinées à faire tilt dans la tête des gens, ainsi de suite. Bref, un brillant exercice de communication. En disant, je suis frustré parce que j'ai été Premier ministre pendant 8 mois. Et Michel Barnier, il lui a opposé une sorte d'ironie tranquille, notamment sur les 8 mois, en disant oui, 8 mois, etc. Et au fond, en le ramenant à ce qu'il était, c'est-à-dire un homme de communication, et lui a dit des choses tout simplement, j'allais dire, qui ramenaient Gabriel Attal à sa case première, et qui montrait que non, là, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut diriger, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut gouverner, voilà. Mais le tout dit avec de façon suggérée ou exprimée de façon non déplaisante. Mais les choses étaient remises à leur place. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui incarnait désormais la fonction et qui l'exercerait de façon forte et avec beaucoup d'autorité face à une expérience qui était une expérience très jeune, très talentueuse, mais moins en prise avec la réalité du pays. Des coups à fleur et moucheté, mais des coups quand même, et bien placés par Barnier lors de cette passation de pouvoir. Alain a dit que c'était l'opposé de Macron. Macron ne consulte pas. Alors, il a consulté les différentes forces politiques pour la nomination, mais il a éliminé les corps intermédiaires de sa manière de faire de la politique, tout l'inverse de Barnier. On va avoir 2 manières de gouverner qui vont être très différentes. On va avoir un homme vraiment de droite, un conservateur. On a un président qui est censé être libéral. Est-ce qu'on s'achemine vers une sorte de cohabitation? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Et autre chose, on a pu lire dans plusieurs indiscrétions que l'Élysée allait retirer tous ses conseillers de Matignon. Avant, il y avait une courbe de transmission qui était assez nette entre Matignon et l'Élysée. Et là, visiblement, ce canal de communication va se couper. Est-ce qu'on va avoir une vraie indépendance de Matignon? Est-ce qu'on va avoir un vrai gouvernement qui ne sera pas juste la représentation de l'Élysée? C'est-à-dire, je pense pas que Michel Barnier se concevra et se vivra comme un collaborateur du président. Il sera Premier ministre et donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron sera d'accepter cette règle du jeu qui n'est pas évidente, d'autant que Emmanuel Macron va être confronté à 2 cohabitations en fait. D'une part, cohabitation avec Michel Barnier et d'autre part avec Gabriel Attal, parce qu'il faut pas oublier que Gabriel Attal pilote à l'Assemblée où le principal groupe entre guillemets macroniste, qui d'ailleurs est de moins en moins macroniste au fur et à mesure qu'on voit bien que la page se tourne,
Et donc là, il y a deux difficultés pour Emmanuel Macron. Donc deux cohabitations simultanées. En même temps que Michel Barnier devra lui composer sur certains sujets, évidemment avec l'Élysée, mais composer aussi avec le groupe que pilote Gabriel Attal. Parce que quand vous avez une situation de cohabitation, c'est simple, le patron de l'opposition devient le chef du gouvernement et il a autorité sur ses troupes. Il est aussi le chef de la majorité. Là, vous avez Michel Barnier qui est nommé, mais qui n'a pas de troupes. Donc, il est le chef de lui-même. Et donc, tout reposera sur l'art et la manière pour Michel Barnier de négocier, de composer et d'exercer une forme d'autorité, mais sans troupes. Donc, c'est ça qui rend la situation très difficile, au point que tout le monde regardera quelle sera l'attitude du Rassemblement national, parce que c'est le Rassemblement national qui, à un moment, pourra dire, Marine Le Pen en l'espèce, qui pourra dire, on cesse de soutenir et on vote la censure. Justement, quel programme on applique quand on est Michel Barnier, qu'on n'a pas de force à l'Assemblée, qu'on n'a pas été élu sur un programme? Il y a le programme du NFP qui est clair, celui d'Ensemble était clair, celui du RN est clair. Là, il va composer comment? Quelles seront ses mesures? Où est-ce qu'il va puiser l'inspiration? Est-ce qu'il va faire un programme macroniste, un programme LR? Est-ce qu'il va prendre un peu partout? Comment ça peut se passer? Le camarade Barnier est un homme de droite, conservateur, et sur le plan, macroéconomique, c'est une droite sociale aussi en même temps. C'est pas une droite qui néglige le social, mais en même temps, ce sont les recettes traditionnelles de ce que l'on a appelé le social-colbertisme ou le gaulo, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est au fond la matrice habituelle de la France, qui est un pays où le niveau de prélèvement est très élevé, où l'État-providence est très puissant, et qui n'est pas fondamentalement libéral au sens réganien du terme. C'est un gaulo-chiracisme finalement. Oui, c'est ça, c'est le retour à la case Chirac un petit peu, d'une certaine façon. Et je pense que on en aura besoin, parce que ce qui est devant nous en termes de gestion des équilibres publics est quand même une quadrature du cercle pour le moment. Donc on sera vraiment en phase de stabilisation, comme l'avait voulu Emmanuel Macron, mais une grande stabilisation, voire une stase. Je le disais tout à l'heure, Michel Barnier a été ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires européennes. Alain, quel souvenir a-t-il laissé au Quai d'Orsay? Je ne vois pas de geste qui ait été extraordinairement marquant. Sur le plan de la politique étrangère, il a été un gaulo-chiracien de type classique, si vous voulez. Avant cela, il a d'abord commencé par être secrétaire d'État aux affaires européennes. Ça, c'est de la gestion conflictuelle. Tous les jours, c'est lui qui fait toutes les négociations au niveau ministériel, etc., et qui prépare les conseils et tout. Et là non plus, on a simplement vu qu'il savait travailler avec l'Europe. Il aime l'Europe. Et ça s'est bien passé dans un cas comme dans l'autre, avec à chaque fois des gens qui le sous-estimaient, parce que il n'est pas l'homme de la synthèse brio. Voilà ce que doit être la politique étrangère de la France, compte tenu de l'évolution des rapports de force sur la scène internationale, si vous voulez. C'est pas Hubert Védrine, c'est pas Alain Juppé. Donc c'est un gestionnaire précautionneux et prudent du ministère dont il a la charge. Et je pense que si vous demandiez quelle serait sa politique en tant que Premier ministre, à mon avis, il aura 2 soucis, ou 3, maintenir l'emploi, le niveau d'emploi, faire que la rentrée se passe pas si mal. Faut pas oublier que c'est quand même un pays où il y a 600 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi. Ça pèse. Quand vous êtes à Matignon, vous comprenez la réalité des chiffres. Ensuite, il essaiera qu'on retrouve de la croissance, parce que la croissance est atone. Et enfin, ou d'abord, et en numéro 1, une évolution des finances publiques françaises qui ne soit pas totalement folle et irresponsable comme elles sont en ce moment. Il ne faut pas avoir peur des chiffres non plus. Le budget de l'État français, ça doit tourner en 2024, ça doit tourner autour de 300 milliards d'euros, quelque chose comme ça, Jean-Marie. Le premier poste, c'est l'éducation nationale, entre 81 et 90 milliards d'euros. Le deuxième poste, c'est le gigantesque ensemble défense et sécurité. On ne doit pas être loin entre 60 et 70 milliards. Et le troisième poste, c'est quoi ? C'est le coût de la dette française. C'est le financement de la dette française. C'est 50 milliards à trouver tous les ans. C'est autant qui ne va pas à l'investissement public. Et ces 50 milliards, naturellement, qui les paye ? Le contribuable. Plus la dette française augmente, plus les impôts augmentent, mécaniquement.
Et il n'y a pas de recette magique, j'entendais. Sans parler des retraites aussi qui pèsent sur sans parler de la part que prend l'État dans le financement de systèmes qui devraient s'autofinancer, qui sont la santé et les retraites. Je vous signale qu'en France, le financement des retraites pour l'année 2023 a été assuré à 30% par de l'emprunt. À 30% par de l'emprunt. Donc la situation, je ne dis pas qu'elle est dramatique, mais elle présente quand même une urgence invraisemblable. Quand on sait que le montant de la dette française, c'est à peu près l'équivalent de ce que produit la France tous les ans, c'est l'équivalent de la richesse nationale produite tous les ans, 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 110% du PIB. Et alors, on demande tout le temps, notamment à gauche, on entend tout le temps, mais on est bridé par cette règle des 3%. À ma connaissance, tous les pays qui comptent dans l'OCDE, tous les pays qui sont des pays riches et des pays avancés, cherchent à avoir un déficit public qui n'est pas supérieur à 3%. Que leur monnaie soit la livre sterling, le yen, le dollar ou tout autre, pour tous les pays qui ne sont pas dans la zone euro. Pourquoi ? Précisément pour que la dette ne pèse pas sur le contribuable et pour dégager des sommes nécessaires à l'investissement public. Donc vous voyez, la dette, on joue pas avec la dette quand on est à Matignon. Voilà quel sera son programme. Emploi, croissance et finances publiques. Rappelons juste que le déficit, Jean-Marie, atteindrait en 2024 5,6% du PIB, ce qui est bien loin des 3% imposés par les traités de l'Union. On était à 5,5 en 2023, donc il y a un nouveau dérapage. Non, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'énonçait Alain. Quand il s'installe au ministère des Affaires étrangères, Michel Barnier, il installe sur son bureau une photo, celle de Jean Monnet. Donc il est gaulliste, mais en même temps, il est européen. Jean Monnet, ce qui renvoie d'ailleurs au fait que De Gaulle était en fait européen, plus qu'on ne l'a dit et plus qu'on ne le laisse croire. Mais néanmoins, il installe la photo de Jean Monnet. Donc on voit bien que, voilà, et ça se confirmera ensuite parce que son engagement européen a été concrétisé et magnifié d'une certaine façon par la façon dont il a géré le dossier Brexit. Il est européen, mais il se compare lui-même à Joe Biden. Est-ce que cette comparaison tient la route, Alain, ou c'est juste de la communication pour le coup ? Oui, enfin, je vois pas véritablement d'éléments de comparaison, sinon que ce sont l'âge, la stature, ils sont grands tous les deux. Oui, au-delà de l'allure, il n'y a pas de comparaison politique possible. Mais écoutez, non, sinon que ce sont des élus, ce sont des gens qui ont fait de la politique par l'élection. Fondamentalement, ce sont des élus. Le couple aussi, parce qu'on ne peut pas séparer Joe Biden de Jill Biden, on ne peut pas séparer Michel Barnier d'Isabelle Barnier. Oui, voilà, on peut dire ça aussi, oui, tout à fait. Et peut-être l'art de la négociation aussi qui est très fort chez Biden. Alors chez Biden, tout à fait. Biden était un grand parlementaire, un grand sénateur, parce que il était constamment en train d'essayer de débaucher des républicains, de les inviter, de développer des amitiés pour arriver à des compromis et donc à des grands morceaux législatifs qui supposent en général des compromis. Là, je me permets de rappeler quelques chiffres qui sont l'arrière-fond de notre conversation, si vous voulez, en pensant à cette question que vous me posez. Il faudra beaucoup de talent de parlementaire à Michel Barnier, parce que si l'on regarde la composition de l'Assemblée, les trois grands blocs d'élus de l'Assemblée, eh bien, vous avez un ensemble NFP, Nouveau Front Populaire, qui fait 193 députés, dominé par le groupe LFI, 72 députés. L'ensemble représentant 30% des députés de l'Assemblée nationale et 28% de l'électorat qui s'est exprimé lors de la dernière élection. 28% de l'électorat pour l'ensemble de l'Union de la gauche, c'est probablement un des scores historiques les plus faibles de l'histoire de la gauche unie quand elle a été unie. Puis vous avez une coalition présidentielle qu'on peut appeler centriste au sens large, avec 99 députés directement macronistes purs, plus toute une série d'apparentés, et on arrive à un bloc centriste de 166 députés, lequel peut faire alliance avec les LR, qui sont restés LR, si vous voulez, qui sont 47. Et donc, vous avez là une alliance de plus de 200 députés. Mais loin de la majorité absolue de 289. Loin de la majorité absolue, qui est de 289 députés. Le troisième groupe, c'est le Rassemblement national, 126. Et donc, l'Assemblée, le Premier ministre, compte tenu de ces chiffres, il est sous tutelle, soit de Jean-Luc Mélenchon, soit de Marine Le Pen, qui sont, me semble-t-il, les deux grands vainqueurs de la situation créée par la dissolution décidée par le président Macron cet été.
Dissolution qui, au contraire de ce que certains avancent, n'a donné de majorité à personne dans cette assemblée. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Cette semaine, vous nous parlez du positionnement de Kamala Harris pendant la campagne. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique le jeudi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.